Le titre n'est pas une métaphore, le titre est une prévision. Il existe en Europe 10 grandes villes, pas des villages, pas des hameaux perdus dans les montagnes, mais des villes avec des centaines de milliers d'habitants, avec des boulevards, des tramways, des universités, qui se vident. Pas brusquement, pas de façon spectaculaire, pas avec des ruines visibles du jour au lendemain, mais lentement, année après année, à un rythme qu'on ne ressent presque pas si on y vit, mais qui dans 30 ou 50 ans transformera des endroits vivants en quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans l'Europe moderne. Des couloirs d'immeubles à moitié vides, des écoles fermées, des hôpitaux sans médecins, des quartiers où personne ne sort le soir. Un rapport publié en mars 2026 par l'organisation World Depopulation, qui analyse les tendances démographiques mondiales, a identifié quelles grandes villes européennes sont en plus grand danger. Les critères: le taux annuel de baisse de la population, la proportion d'habitants de plus de 65 ans, le rapport entre naissance et décès. Et quand on agrège tout cela, l'image est plus sobre que ce que présentent les brochures touristiques. Le lieu numéro 1 de ce classement perd 8 personnes par décès pour chaque enfant né. Le lieu numéro 2 perd de la population plus vite que toute autre grande ville européenne. Reste jusqu'au bout, car la dernière ville de la liste d'aujourd'hui a une histoire d'effondrement et de retour qui change complètement la perspective sur ce que signifie disparaître. C'est l'endroit qui a remporté le titre de capitale européenne de la culture en 2025. Non pas malgré l'effondrement démographique, mais précisément à cause de lui. Et c'est la seule leçon optimiste de cette liste. 10 villes, 10 histoires différentes du même phénomène. Une Europe qui rétrécit de l'intérieur, pendant que les cartes restent les mêmes. Les statistiques disent que l'Europe en total continue de croître. Mais la moitié des communes européennes ont moins d'habitants aujourd'hui qu'en 1961, selon une analyse publiée en avril 2026 par Corrective.Europe, basée sur les données du Centre commun de recherche de l'UE. La croissance globale masque l'effondrement local. Numéro 10. Gênes, Italie, Ligurie, sur le littoral méditerranéen. La ville où est né Christophe Colomb. Le port qui a dominé le commerce méditerranéen médiéval. Une architecture de palais génois byzantins, de carougis, ruelles étroites de 5 à 6 étages qui bloquent la lumière, et de vues sur la mer que les photographes de voyage mettent en couverture des magazines. Et un état démographique qui est le plus grave de toute l'Europe. Gênes a presque 30% de sa population âgée de plus de 65 ans. Pas 20%, pas 25, 30. Pour chaque 8 décès, un seul enfant naît. Le rapport 8 pour 1 est le pire de toutes les grandes villes européennes étudiées. La population diminue de 0,34% par an. Ce n'est pas dramatique en apparence, mais cela signifie que dans 15 ans, Gênes sera 5% plus petite qu'aujourd'hui, et la tendance s'accélère à mesure que la population vieillissante meurt sans être remplacée. Gênes a subi un triple effondrement, industriel, démographique et psychologique. Industriel. Le port est resté pertinent, mais l'industrie sidérurgique qui l'alimentait économiquement pendant des décennies a disparu. Les jeunes générations n'ont pas trouvé d'emploi en Ligurie et ont choisi Milan, Rome ou le nord de l'Europe. Psychologique. Gênes s'est transformée d'un centre du monde médiéval en ville de transit. Elle n'est pas sur les principaux itinéraires touristiques. Elle n'attire pas les grands investissements. Elle n'a pas l'image de Florence ou Venise. Elle est là, sur le littoral ligurien, avec ses superbes bâtiments et 60 000 appartements vides dans le vieux centre, inestimables architecturalement et impossibles à vendre à des prix durables. As-tu déjà vécu ou visité une ville en déclin visible? Écris dans les commentaires, oui ou non. Il existe à Gênes un paradoxe des prix immobiliers représentatif de toute la complexité de la dépopulation urbaine. Les appartements du vieux centre, avec des fresques du XVIIIe siècle sur les plafonds, des balcons avec vue sur la mer, une architecture génoise authentique, ne peuvent pas se vendre. Non pas parce qu'ils ne seraient pas beaux, mais parce qu'ils nécessitent des rénovations coûteuses, et parce que les jeunes ne veulent pas vivre dans des carouguis sans parking et sans espace pour enfants. C'est une impasse typique. La propriété immobilière est coincée entre la valeur sentimentale des vendeurs
et la valeur économique réelle du marché. Et personne ne gagne. Gênes a une seule chance réelle d'arrêter le déclin, l'immigration. L'Italie accueille des immigrants d'Afrique et d'Asie, et certains choisissent Gênes, où les loyers sont moins élevés qu'à Milan ou Rome. Cette immigration est la seule force démographique qui peut partiellement compenser le taux naturel négatif. Mais c'est aussi un sujet politiquement sensible dans un pays où le discours sur l'immigration est extrêmement tendu. Numéro 9. Katowice, Pologne, Silésie, centre de la plus grande agglomération urbaine d'Europe centrale. Une constellation de 13 ou 14 villes industrielles qui s'imbriquent les unes dans les autres sans frontières claires, avec une population totale de plusieurs millions. Katowice elle-même perd 0,64% de sa population par an, presque le double de Gênes. 6 personnes meurent pour chaque naissance. Les prévisions d'Eurostat montrent que l'agglomération de Katowice perdra 440 000 habitants d'ici 2051, l'une des plus grandes baisses absolues de tout centre urbain européen. Ce qui a construit Katowice, c'est le charbon et l'acier. La Silésie était le cœur de l'industrie lourde de la Pologne. 150 ans de mines de charbon, de hauts fourneaux, d'usines, de travailleurs. Une identité ouvrière si forte que la région a construit son propre vocabulaire, sa propre musique et sa propre culture autour du travail physique dur. Et puis, après 1990, les mines ont fermé les unes après les autres. Pas tout d'un coup, mais en vagues. Première vague dans les années 90, deuxième vague dans les années 2000, troisième vague maintenant, avec la transition énergétique européenne qui accélère l'élimination du charbon. Katowice a encore des mines actives, mais peu et avec une main-d'œuvre très réduite. Ce qui reste est une ville avec une infrastructure conçue pour une population plus importante, des immeubles construits pour des mineurs qui n'existent plus, un hôpital qui desservait une communauté d'il y a un demi-siècle. Les jeunes partent à Varsovie ou à Cracovie, ou quittent la Pologne entièrement, en Allemagne, en Grande-Bretagne, là où il y a des emplois mieux rémunérés. La Silésie tente la reconversion. Un musée des mines transformé en attraction touristique, un secteur IT en croissance, des fonds européens pour la reconversion. Mais la vitesse de dépopulation est plus grande que la vitesse de reconversion. Katowice obtiendra le titre de capitale européenne de la culture en 2029, un pari que la transformation culturelle peut ralentir la spirale démographique. Le musée de Silésie, construit sur un site minier, est considéré comme un chef-d'œuvre architectural européen. Il y a des gens qui choisissent Katowice précisément parce que c'est bon marché et authentique. Mais avec 6 morts pour chaque naissance, il n'existe pas de phénomène culturel qui compense à long terme la mathématique démographique. Katowice essaie pourtant la reconversion. L'aéroport régional est le troisième de Pologne en termes de trafic. La zone économique libre attire la logistique et les services IT. Une reconversion économique partielle est possible, mais pas démographique, pas à cette échelle. Abonnez-vous et mettez un like. Ce qui suit montre que seules les villes industrielles ne s'effondrent pas. Numéro 8. Porto, Portugal. La deuxième ville la plus importante du pays, celle du vin, des ponts suspendus, des azulejos bleus sur les façades des bâtiments, des ruelles médiévales sur la rive gauche du Douro. Un endroit que quiconque l'a visité recommande avec enthousiasme. Et la grande ville qui décroît le plus vite en Europe, 0,71% par an. À ce rythme, Porto perdra 75 000 habitants d'ici 2036, atteignant 900 000. 3 personnes meurent pour chaque naissance. Pourquoi Porto décroît-elle alors qu'elle est une destination touristique à succès? Pour la même raison que d'autres endroits devenus des icônes touristiques. Le tourisme intense a transformé le centre-ville. Les loyers ont augmenté de façon spectaculaire. Les habitants aux revenus moyens et faibles ne peuvent plus se permettre de vivre dans les zones centrales. Les commerces locaux ont été remplacés par des auberges de jeunesse, des restaurants pour touristes et des appartements Airbnb. Les gens de Porto ont déménagé en périphérie ou ont émigré. France, Angleterre, Suisse, Luxembourg, les Portugais émigrent avec une remarquable constance.
Le Portugal a perdu des centaines de milliers de personnes au cours des 20 dernières années par l'immigration. Ceux qui restent à Porto sont souvent des retraités ou des personnes sans mobilité, pas des jeunes en construction de carrière. Il existe une ironie spécifique de la ville de Porto. Elle est pleine de touristes qui photographient les charmants bâtiments aux façades couvertes d'azulejo et ne remarquent pas que ces bâtiments sont à moitié vides à l'intérieur, avec des propriétaires partis et des héritiers qui ne veulent pas dépenser pour la rénovation, mais ne peuvent pas vendre non plus au prix du marché. Porto fait partie d'un phénomène portugais plus large que les démographes documentent avec inquiétude: l'inversion démographique de la métropole. Le centre-ville se vide de ses habitants locaux. Les banlieues se remplissent d'une combinaison de retraités relocalisés et de jeunes familles qui ne peuvent pas se permettre le centre, et la zone métropolitaine globalement stagne ou diminue légèrement. C'est une restructuration de la ville, pas seulement une baisse. Et cette restructuration produit des effets secondaires. Les commerces de quartier disparaissent, les écoles des quartiers historiques ferment, les services de proximité se raréfient. Porto a un plan de revitalisation du centre impliquant des subventions pour la rénovation et pour les jeunes qui choisissent de revenir habiter en centre-ville. Ça fonctionne partiellement. Il y a des appartements rénovés, de nouveaux cafés, une scène créative qui choisit Porto comme base. Mais le rythme des pertes dépasse le rythme des gains. Le Portugal a lancé des programmes d'attraction de la diaspora vers le retour avec des impôts réduits pour les Portugais qui reviennent. Ils ont fonctionné partiellement, avec quelques milliers de retours annuels. Mais comparé aux centaines de milliers d'immigrés accumulés, ce sont des gouttes dans l'océan. Numéro 7. Turin, Italie, Piémont, au pied des Alpes. Ancienne capitale du royaume des Sardaignes, la ville symbole de l'industrie italienne, l'endroit d'où Fiat a construit un demi-siècle de mobilité européenne. 25,2% de la population a plus de 65 ans, la deuxième ville européenne la plus vieillissante après Gênes. 6 décès pour chaque naissance, moins 0,36% par an. Turin a vécu le modèle industriel le plus pur possible dans la seconde moitié du XXe siècle. Une seule compagnie immense, Fiat, a structuré toute la ville. Des emplois chez Fiat, des fournisseurs pour Fiat, des services pour les employés de Fiat. Quand Fiat a déplacé une partie de la production ailleurs et a fusionné avec Chrysler pour former Stellantis, Turin a perdu non seulement des emplois, mais aussi une identité. Le nouveau siège de Stellantis est ailleurs. Les nouveaux investissements dans les voitures électriques vont dans d'autres pays. Turin essaie de se réinventer. Université, design industriel, gastronomie, tourisme de montagne. C'est un effort réel et partiellement réussi. Mais les prévisions démographiques ne mentent pas. Il meurt plus de personnes à Turin qu'il n'en naît. Et la tendance s'accélère à mesure que les générations d'ouvriers de Fiat vieillissent simultanément. Il existe à Turin une géographie de l'abandon qui est visible si tu sais où regarder. Mirafiori, le grand quartier construit pour les ouvriers des usines Fiat, avec des immeubles de 10 étages et de larges boulevards conçus pour les flux de travailleurs en équipe, a aujourd'hui la plus haute proportion d'appartements vides de toute la ville. Un quartier construit pour une unique fonction économique qui reste physiquement intacte quand cette fonction a disparu. L'Italie a investi des fonds européens dans la revitalisation du Turin post-industriel. Le centre de design, les musées technologiques, le tourisme de montagne et d'hiver sont des paris réels. Mais une ville vieillissante à 35 ans, dont un quart des habitants a plus de 65 ans, ne peut pas attendre que le tourisme ou le design compensent la mathématique démographique. Turin a pourtant un actif réel, le Politecnico, l'une des meilleures universités techniques d'Europe, classée en permanence dans les 50 premières mondiales. La ville produit déjà des startups dans le secteur aérospatial et de la mobilité électrique. Si les diplômés choisissent de rester, ce n'est pas garanti, mais c'est possible, Turin a une vraie chance de reconversion économique au-delà de Fiat. Numéro 6. Łódź, Pologne, centre du pays, troisième plus grande ville polonaise après Varsovie et Cracovie, avec une population d'environ 650 000 habitants. Une ville qui est morte une fois et a dû se réinventer, et n'y est pas complètement parvenue.
Łódź a été l'un des grands centres textiles de l'Europe dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Usines de coton et de laine, propriétaires allemands et juifs, ouvriers polonais. Un microcosme du capitalisme industriel européen. La Seconde Guerre mondiale a détruit la communauté juive presque entièrement. Le ghetto de Łódź a compté presque 108 000 personnes à son apogée, dont quelques milliers seulement ont survécu. Le régime communiste a nationalisé les usines et maintenu la production, mais sans efficacité. La transition de 1990 a effondré l'industrie textile. La Chine et l'Asie du Sud-Est produisaient moins cher. Les usines se sont vidées. Les ouvriers ont perdu leur emploi. Et les jeunes sont partis. Łódź perd environ une demi-point des pourcentages de population par an. Pas aussi rapidement que Porto ou Katowice, mais de façon constante et sans signe d'inversion. Il existe à Łódź un paradoxe urbain intéressant. Les usines désaffectées ont attiré artistes et entrepreneurs qui les ont transformés en lieux culturels et espaces de bureaux. Manufaktura Łódź, un complexe d'anciennes usines transformées en centre commercial et culturel, est considéré comme un exemple de reconversion urbaine réussie. Mais la reconversion de quelques usines ne peut pas compenser l'effondrement démographique d'un bassin industriel entier. Łódź a un récit spécifique sur la mémoire collective et la dépopulation. Le lieu qui était avant la Seconde Guerre mondiale l'un des grands centres textiles d'Europe, avec une communauté multiethnique polono-germano-juive spécifique, a perdu dans l'Holocauste une grande partie de son identité culturelle et économique. Ce qui est resté après la guerre était une approximation de l'ancienne Łódź, pas l'original. Le régime communiste a maintenu les usines ouvertes par des subventions, pas par l'efficacité, repoussant une crise qui est finalement arrivée. Aujourd'hui, Łódź cherche une identité à offrir aux jeunes pour les retenir. Un hub média et gaming, une scène artistique, une célèbre école de cinéma. Il y a de vraies chances, mais le rythme démographique est réel aussi. Łódź a un atout important. Elle est à 120 km de Varsovie et à 1 heure et demie en train rapide. Beaucoup de gens travaillant à Varsovie choisissent de vivre à Łódź pour des loyers 2 ou 3 fois moins élevés. C'est un modèle de ville-dortoir de la métropole. Pas idéal, mais suffisant pour stabiliser partiellement la population. Łódź possède également une célèbre école nationale de cinéma. Des réalisateurs comme Roman Polanski et Andrzej Wajda y ont étudié. Cette réputation culturelle spécifique est un actif qui ne disparaît pas avec les usines. Numéro 5. Riga, Lettonie. La capitale d'un État qui perdra, selon les prévisions d'Eurostat, 33,9% de sa population d'ici 2100, la plus grande baisse proportionnelle de toute l'Union européenne. Riga elle-même est passée de 828 000 habitants en 1979 à environ 590 000 en 2026, moins 0,81% par an, plus vite que Porto, plus vite que Katowice. La Lettonie perd 18 000 à 20 000 personnes par an, l'équivalent d'une ville lettonne de taille moyenne, année après année. Pourquoi? Plusieurs causes qui s'amplifient mutuellement. L'émigration économique vers l'UNE. Depuis 1908 jusqu'à aujourd'hui, la Lettonie a perdu 1/5 de sa population par émigration vers d'autres États membres. Le vieillissement de la population restante. La faible natalité. Et un facteur spécifique. La Lettonie a une forte proportion d'ethniques russes, presque 40% à Riga, qui ont perdu le droit automatique à la citoyenneté lettonne après l'indépendance de 1991 et dont le statut juridique et social a créé une tension persistante qui a accéléré l'immigration. Riga est une ville avec une architecture Art Nouveau d'une beauté spectaculaire, plus d'Art Nouveau que Vienne, Prague ou tout autre centre européen. Des musées, de la culture, une gastronomie redécouverte. Mais les immeubles soviétiques en banlieue restent à moitié vides. Les écoles ont réduit en nombre. Et Riga est une capitale qui rétrécit. Riga a adopté un plan urbain radical. Au lieu d'essayer de maintenir la densité de population dans tous les quartiers, elle a décidé de concentrer les investissements dans des zones clés et de laisser certaines périphéries se désactiver progressivement. C'est une philosophie pragmatique de l'effondrement contrôlé. On ne prétend pas que tout peut être maintenu, on choisit ce qu'on sauve. La démolition des immeubles socialistes inoccupés,
coûteuse mais nécessaire d'un point de vue structurel et sécuritaire, est une option sérieusement discutée par l'administration locale. Ce n'est pas un signe d'abandon, mais de réalisme. Riga essaie d'être une ville plus petite mais fonctionnelle, pas une grande ville à moitié vide. C'est peut-être la seule approche rationnelle. Mais une capitale européenne avec moins de 600 000 habitants, qui encore il y a une génération dépassait 800 000, est une réalité difficile à avaler. Riga essaie également d'attirer en retour les Lettons partis. Il y a eu des programmes de remigration, avec des résultats modestes, quelques milliers de retours annuels. Le problème est que ceux qui sont partis ont construit des vies à Londres, Bruxelles ou Stockholm. Ils ne reviennent pas facilement, et s'ils reviennent, ils viennent avec des exigences salariales que le marché letton ne peut pas encore satisfaire. Numéro 4. Leipzig, Allemagne, Saxe. Une étude de cas extrêmement importante, car Leipzig a déjà traversé ce que vivent les autres villes de cette liste et a survécu, partiellement. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait il y a 10 ans. Leipzig a perdu un tiers de sa population après la réunification allemande de 1990. 140 000 personnes sont parties en quelques décennies, principalement vers l'Allemagne de l'Ouest. Les usines socialistes ont fermé. Les immeubles se sont vidés. Il existe un terme spécifique en allemand des urbanistes pour ce phénomène. Plattenbau Leerstand, immeuble socialiste vide. Leipzig avait à un moment donné 50 000 appartements inoccupés. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Des artistes, des musiciens, de jeunes entrepreneurs ont découvert que Leipzig offrait de l'espace bon marché, une architecture intéressante et une communauté en formation. Berlin était devenu cher. Leipzig était à 3 heures de train rapide. Une scène musicale s'est développée. Des startups ont émergé. La population a légèrement augmenté dans les années 2010 et 2020. Leipzig semblait être une histoire de succès urbain. Mais les prévisions récentes ramènent le doute. L'Allemagne dans son ensemble entre en dépopulation plus vite que prévu. La Saxe, le Land dans lequel se trouve Leipzig, est l'une des régions avec la tendance au vieillissement la plus accélérée. Et les jeunes générations qui ont choisi Leipzig au cours de la dernière décennie pourraient ne pas être suffisantes pour compenser le taux d'accroissement naturel négatif. Leipzig est un avertissement qu'un rebond démographique peut être réel et pourtant temporaire. Il existe dans l'histoire de Leipzig une dimension politique qui n'apparaît pas dans les statistiques démographiques. La Saxe, le Land qui inclut Leipzig, a voté de manière consistante ces dernières années pour l'AfD et avec des tendances politiques plus extrêmes que la moyenne allemande. Ce n'est pas une coïncidence. Les régions qui ont perdu le plus de leur identité économique et culturelle dans la transition post-communiste et post-industrielle ont développé une frustration politique documentée académiquement. Les gens qui sont restés après que leurs voisins soient partis vers l'ouest sont souvent ceux qui n'ont pas réussi ou n'ont pas voulu émigrer. Et cette démographie sélective produit des conséquences politiques. Leipzig essaie d'offrir une alternative. Culture, créativité, inclusion. Mais Leipzig est une île en Saxe, non représentative de tout le Land. Leipzig a pourtant quelque chose que peu de villes en déclin possèdent. L'Université de Leipzig, l'une des plus anciennes d'Europe, active depuis 1402, plus la célèbre salle de concert Gewandhaus de réputation mondiale. Ces institutions donnent à la ville une résilience que les seuls chiffres démographiques ne saisissent pas. Leipzig survivra, avec une identité différente. Numéro 3. Athènes, Grèce. Le berceau de la démocratie, la capitale qui a donné au monde la philosophie, l'architecture, le théâtre, les Jeux olympiques. Et une métropole européenne avec une prévision de moins 620 000 habitants d'ici 2051, la plus grande perte absolue de population prévue pour toute métropole européenne selon les données d'Eurostat. 620 000. C'est plus que la population de Bologne, plus que Gdańsk, plus que Lyon, Nantes et Strasbourg réunis. La Grèce est entrée dans la crise économique en 2010 avec une violence que peu de personnes de l'extérieur ont comprise en temps réel. Le PIB a chuté de 25% en quelques années. Le chômage a atteint 57% chez les jeunes en période de pic. Le programme d'austérité imposé par la Troïka, Commission européenne, BCE, FMI,
à couper les retraites, les salaires du secteur public, les services de santé. Plusieurs centaines de milliers de Grecs éduqués ont émigré. Les médecins, les ingénieurs, les programmeurs ont choisi l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada. Pas l'émigration classique de la main-d'œuvre peu qualifiée, mais une fuite des cerveaux documentée comme l'une des plus sévères d'Europe. Athènes a aujourd'hui des zones revitalisées, Monastiraki, Psyrie, Exarcheia, et des zones abandonnées. Elle a un tourisme qui a explosé en 2021 et 2022, avec des prix qui ont augmenté de façon spectaculaire et des habitants qui se plaignent de ne plus pouvoir vivre dans le centre de leur propre ville. Mais elle a aussi un taux de natalité insuffisant pour remplacer la génération vieillissante, une immigration qui ne s'est pas complètement inversée après la crise économique. Athènes a également un problème d'infrastructure de logement qui complique la reprise démographique. En partie, les immeubles construits pendant les périodes d'expansion économique sont vieux, énergétiquement inefficaces et coûteux à entretenir. Les loyers au centre d'Athènes ont explosé après le redressement économique et le boom du tourisme Airbnb. Les habitants aux revenus moyens ont été poussés vers des périphéries sans infrastructures adéquates. Et les jeunes Grecs éduqués, ceux qui pourraient inverser la fuite des cerveaux, trouvent en Allemagne, aux Pays-Bas ou en France des packages salariaux avec lesquels la Grèce ne peut pas encore concurrencer. Le redressement économique de la Grèce est réel après 2012. Le PIB est revenu et a dépassé le niveau d'avant-crise. Mais la démographie ne revient pas automatiquement avec l'économie. Sans un flux substantiel de jeunes immigrants intégrés dans l'économie grecque, la prévision de moins 620 000 d'ici 2051 est réaliste. Numéro 2. Naples, Italie, Campanie, sur le golfe de Naples avec le Vésuve en arrière-plan. La troisième ville d'Italie en taille, la plus grande du sud de l'Europe en termes démographiques traditionnels, est un cas de dépopulation différent des autres, non parce que Naples vieillirait rapidement comme Gênes ou Turin, mais parce qu'elle perd des jeunes. Le Parlement européen a estimé que la zone métropolitaine de Naples perdra 200 000 habitants d'ici 2051. C'est un grand chiffre, mais il ne dit pas toute l'histoire. Naples perd de la population non par décès, mais par départ. Le taux de natalité est plus élevé qu'au nord de l'Italie, plus élevé qu'en Pologne ou en Lettonie. Les problèmes sont autres. Naples est la capitale du phénomène que les Italiens appellent la fuga al sud, la fuite du sud. Des générations entières de jeunes éduqués dans les universités napolitaines, Federico II, l'une des plus vieilles universités du monde, ont choisi de travailler à Milan, Rome, Turin ou dans un autre pays. Non parce que les universités seraient mauvaises, mais parce que le marché du travail du sud de l'Italie ne leur offre pas de perspective. Le Mezzogiorno, le sud de l'Italie, a un taux de chômage structurel 2 fois plus élevé que le nord. Le PIB par habitant dans les régions du sud est 30% inférieur à celui du nord. L'infrastructure ferroviaire, routière et numérique reste inférieure. Les entreprises investissent majoritairement au nord. Naples a une énergie urbaine spécifique que personne qui l'a visitée ne peut nier. Bruit, couleurs, nourriture extraordinaire, gens avec un sens intense de la vie. Mais elle a aussi la camorra, le crime organisé qui contrôle des zones économiques clés, qui déforme le marché du travail et qui rend la zone métropolitaine moins attractive pour les investissements sérieux. Et elle a l'immigration des jeunes, année après année, en silence. Naples fait partie du problème plus large du dualisme italien. Le sud et le nord de l'Italie sont, d'un point de vue économique, 2 pays différents, partageant une monnaie et un système juridique. Le PIB par habitant de la Campanie est environ 40% inférieur à celui de la Lombardie. Un jeune avec un diplôme d'ingénierie ou de médecine de Naples peut trouver à Milan ou en Allemagne un salaire 2 à 3 fois plus élevé. Et beaucoup font ce choix. Il y a des tentatives politiques d'investir dans le sud de l'Italie, fonds européens, zones économiques spéciales annoncées avec faste par les gouvernements successifs. Mais les fonds s'absorbent difficilement à cause de la bureaucratie et de la corruption institutionnelle. Les zones économiques spéciales n'ont pas encore produit d'effet à l'échelle, et les salaires du Nord continuent d'attirer. Naples ne disparaîtra pas physiquement. C'est une ville à la vie urbaine trop intense pour cela. Mais elle pourrait devenir une ville de plus en plus vieillissante,
de moins en moins représentative de sa propre identité jeune. Numéro 1. Chemnitz, Allemagne, Saxe. L'ancienne Karl-Marx-Stadt, rebaptisée ainsi par le régime communiste est-allemand, est renommée Chemnitz après la réunification. Un ancien centre textile et de machines-outils qui a perdu plus d'un tiers de sa population après 1990. Un endroit qui s'est retrouvé en 1998 dans les statistiques urbaines européennes les plus sombres. 70 000 appartements vides, des immeubles dont des étages entiers étaient inoccupés, une économie pratiquement inexistante. Chemnitz est numéro 1 non pas parce qu'elle se dépeuple le plus vite actuellement, elle est numéro 1 parce qu'elle est l'étude de cas la plus pertinente sur ce que signifie disparaître et réapparaître. Chemnitz a remporté le titre de capitale européenne de la culture pour 2025. Une ville que l'Europe a considérée comme représentative de ce que peut faire la culture dans un endroit presque mort. Pas une ville d'art traditionnelle, un laboratoire de reconversion urbaine. Des artistes, des designers, des institutions culturelles européennes ont choisi Chemnitz précisément parce qu'elle était l'exemple extrême de l'effondrement post-industriel, pas malgré cela. La population est maintenant inférieure à 180 000, contre plus de 300 000 au pic. Des milliers d'appartements sont vides. Les quartiers de logement soviétiques en périphérie ont une densité d'occupation 2 fois inférieure à leur conception. Et pourtant, Chemnitz fonctionne. Elle a une université, une infrastructure, une industrie tech modeste mais présente. Elle est devenue étudiée non comme un échec, mais comme une adaptation. Qu'est-ce que cela signifie? Que disparaître et exister peuvent être simultanés. Qu'une ville peut être différente, plus petite, plus lente, et pourtant vivante. Et c'est la seule conclusion positive de cette liste. Non pas que le processus puisse s'arrêter, mais qu'il est possible d'y survivre si l'on est prêt à accepter que son avenir ressemble différemment à son passé. Écrivez dans les commentaires laquelle de ces 10 villes vous surprend le plus de disparaître, ou si vous avez vécu ou visité l'une d'entre elles. Abonnez-vous si vous souhaitez continuer à parler de la vraie Europe, avec ces données concrètes. Et mettez un like si au moins un aspect de ce matériel a changé quelque chose dans la façon dont vous regardiez la carte de l'Europe. Chemnitz démontre qu'une ville peut être plus petite, plus lente, plus différente, et pourtant fonctionnelle. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de cette liste. Mais c'est une bonne nouvelle réelle. Des espaces de coworking dans d'anciennes usines, des galeries d'art dans des bâtiments à l'enduit qui s'écaillent, des festivals qui amènent des visiteurs de toute l'Europe. Ce n'est pas la prospérité, mais c'est la vie. Et peut-être que c'est suffisant comme définition.